Les mises en scène, j'ai essayé de coller au fait. J'ai pris de la liberté dans la narration en termes d'ellipse. C'est comme si, on va dire que la vie de cet homme, par exemple, c'est comme une maquette qu'on mettrait au sol, d'accord, qui a présenté toute la vie de cet homme sur 80 ans. Et moi, mon travail, en fait, c'est de prendre une lampe torche et de vous montrer des bouts de la vie de cet homme et de vous emmener de là, et tout d'un coup, hop, je vais vous emmener là, donc je vais vous sauter des petits moments, ou tantôt je vais m'attarder sur un bout de la vie, hop, je vais retracer. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ce que je vous montre, c'est la vérité. Mais ce qui est vrai, c'est que je laisse des zones d'ombre, et ce qui est vrai, c'est que des fois j'accélère et des fois je ralentis. Voilà, c'est les libertés que moi je prends. Ensuite, c'est un travail qui est assez délicat, parce que, comme je disais tout à l'heure, mon métier c'est de raconter des histoires. Mon métier, sur un film comme ça, moi je voulais faire un film grand public, je veux faire un film d'aventure, c'était mon ambition de départ. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas que les gens s'emmerdent, c'est aussi simple que ça, à un moment donné. Et en même temps, il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui existent, il y a des gens dont c'est l'histoire, il y a des gens qui sont encore vivants. Pierre va en parler tout à l'heure, parce qu'on a fait un dîner il n'y a pas longtemps, et je ne voulais pas les blesser non plus. Donc c'est constamment cet équilibre-là qu'on essaye de trouver, avec toute une partie de la famille, dans la famille de Jeanne, d'ailleurs, et de Philippe Cousteau, intermédiaire Pierre. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'ils ont été extrêmement ouverts et compréhensifs. Et je vais vous dire un exemple. Par exemple, en fait, Philippe, dans l'accident d'avion, en fait, il n'est pas mort tout à fait aussi lentement que ça. Malheureusement, c'était un tout petit peu plus violent. On pense, on n'est pas sûr, mais que l'hélice l'a coupé à un moment. Moi, je trouvais ça plus beau, symboliquement, et puis moins violent aussi, mais plus beau symboliquement, qu'il meurt étouffé sous l'eau, pour le fils d'un homme qui a appris à respirer sous l'eau. Et donc, quand Jeanne, la veuve de Philippe, l'a lu, elle m'a dit « Oui, mais je crois qu'il n'est pas vraiment mort comme ça. » Je lui ai dit « Oui, mais Jeanne, moi, je pense que c'est plus fort, en fait, ça. » Et elle m'a dit « Oui, je pense que vous avez raison. » Voilà. C'est ce genre de petits trucs de petits libertés que je peux prendre. Comme je sais pas comment tu as vécu ça. Oui, déjà, moi, il y avait moins une mission de ressemblance à tout prix que Lambert, ou que quand on joue un personnage très référencé pour le public. Philippe Cousteau, c'est soit une découverte totale pour les gens, soit une découverte partielle, parce qu'ils savaient qu'effectivement Cousteau avait un fils, on se rappelle de ce fils qui était là, un peu héroïque, un peu tête brûlée, mais enfin, moi, personnellement, j'ai découvert complètement Philippe. Je ne savais pas du tout qu'il avait apporté cette conscience écologique à son père, en grande partie. Je ne connaissais pas du tout son caractère, et aussi ce que j'ai découvert, et ça c'est vraiment en parlant avec les anciens de la Calypso qui ont travaillé avec lui, avec Jeanne, la veuve de Philippe, qui a été géniale, moi, qui a été d'une bienveillance inouïe, qui m'a donné des lettres, et les lettres qui s'écrivaient chacun, enfin aux quatre coins du monde, il lui envoyait des lettres magnifiques où il racontait très concrètement comment ça se passait sur le bateau, comment ça se passait avec son père, les engueulades avec Bébert, avec sa mère. C'était très concret d'un coup les lettres que j'ai pu lire, et c'est très précieux pour la préparation. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'il avait une place énorme à bord, il avait une place énorme au sein de la Cousteau Society, il a co-réalisé des documentaires avec son père, comme Le Voyage au bout du monde en Antarctique, il en a réalisé tout seul, des missions avec le Catalina, avec son avion, et pourtant, il a été un peu effacé par l'histoire. C'est ce que je trouve intéressant. Le fait qu'il soit effacé, je trouve ça intéressant. Le fait que Jérôme choisisse de recadrer sur ce lien père-fils, je trouve ça intéressant. Le fait qu'il ait été effacé est intéressant, évidemment, parce que Cousteau est on le voit dans le film, un tel, et c'est aussi la part un peu plus sombre qu'on découvre, il y a un tel appétit de découverte, une telle envie de séduire pour emmener les gens avec lui, d'invention, une soif d'invention, qu'en même temps, il y a quelque chose d'assez écrasant, quoi. Là, sur son passage, il y a un truc de l'ordre du sacrifice de tout le monde pour pouvoir atteindre ce qu'il veut lui. Il y a un appétit médiatique naissant, et puis ensuite assez démesuré, un jeu qui joue avec les médias très intelligemment d'ailleurs. Voilà, c'est dur quand on est fils du commandant Cousteau de rester à pied d'égalité ou d'exister même à sa juste valeur à bord, et notamment aussi parce qu'on est son fils et qu'on est parmi les meilleurs plongeurs du monde à cette époque-là qui venaient plonger avec Cousteau. Donc moi il y avait l'idée par rapport à la famille de redonner la place de Philippe aussi, donc je pense que pour eux c'est un très beau témoignage. On a effectivement dîné avec eux il y a quelques jours, donc on a dîné avec Jeanne et aussi avec Alexandra qui est la petite fille que vous voyez incarnée à l'écran dans le film, qui effectivement a appris la mort de son père quand elle avait 4 ans, je crois, et Philippe Cousteau, qui lui ne l'a pas connu puisqu'il est dans le ventre de sa mère au moment de l'accident d'avion. C'était très très émouvant de savoir que je redonnais vie à cet homme-là. Je venais de voir le film, je précise quand tu as dit. Oui, bien sûr, quand il venait de voir le film, c'était évidemment très émouvant, ils étaient très émus, nous aussi du coup.
Oui, enfin, c'est évidemment c'est très émouvant. Et puis moi, le message écologique du film aussi, qui passe en grande partie par Philippe, c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai fait le film. Je reviens sur ce que Jérôme disait tout à l'heure aussi. Je pense que c'est pas un film militant, et tant mieux quelque part, parce que moi je suis persuadé qu'il faut arrêter de voir l'écologie comme un militantisme politique. Il faut le voir comme une évidence. Quand on a la chance de voyager en faisant ce film, en allant dans autant de pays, en plongeant avec des animaux aussi superbes, et en découvrant qu'en fait partout la biodiversité est en recul et que partout tout est fragile et tout est dans un équilibre très très précaire, bah, c'est sûr que c'est une évidence, quoi. C'est même pas un acte politique de dire voilà. Donc je crois qu'en faisant le film, à l'équipage à Calypso, d'ailleurs, ce que me racontent complètement. tous les anciens de Calypso, qui est ça, qui est en fait le fait de découvrir. Ils sont devenus écolo peu à peu, alors qu'ils n'avaient tous rien à foutre au départ, en découvrant de visu ce qui se passait. Et juste pour l'anecdote, je le raconte parfois, c'est qu'il y a très peu effectivement d'effets spéciaux, comme l'a dit Pierre. Et des rares effets spéciaux qu'il y a dans le film, ce sont les poissons qu'il y a au début, lorsque la famille plonge avec les enfants. Parce que cette Méditerranée-là, ce paradis perdu dont on parle dans le film, de juste l'après-guerre, n'existe plus. Même dans des parcs. Moi, je pensais le retrouver à Port-Pro, dans les parcs naturels, etc., mais c'est incomparable. Donc les banderets que vous voyez au début, ils n'existent pas. Ils n'existent que dans un ordinateur. Et je dirais 70% des poissons que vous voyez au début, ils n'existent pas, mais juste parce que ça n'était pas possible. Voilà, de recréer ce que la famille avait connu à ce moment-là. On avait une question.